Bonjour à tous. Donc on vous retrouve pour une table popcorn. Tout le monde ne sera peut-être pas toujours d'accord, mais je pense que les arguments seront bons, donc je ne suis pas inquiet. Et surtout, la philosophie est belle. Donc, le sujet est simple, c'est qu'est-ce qui différencie Bitcoin de toutes les autres crypto-monnaies? Et je pense qu'il y a des éléments donc, quand même, où tout le monde pourra tomber d'accord. Je vais entrer progressivement, on va commencer sur des choses simples, puis ensuite ça deviendra peut-être venimeux, mais je ne pense pas. Donc, bon, un des premiers aspects qui me paraît, moi, évident, mais je ne sais pas s'il vous touche ou pas, c'est que Bitcoin est la première crypto-monnaie décentralisée. Alors, il y a eu une préhistoire des monnaies privées, mais c'est la première. Donc, ça en fait un élément historique important. Pour moi, il y a un avant JC, un après JC, mais JC, en fait, est moins important que pour moi Satoshi. Donc, il y aura un avant Satoshi, un après. Est-ce que vous accordez de l'importance au fait que ce soit la première, ou est-ce que vous vous en foutez? Parce que, attention, dans les technologies Internet, certaines ont été oubliées. Moi, personnellement, je pense que c'est extrêmement important le fait que ce soit la première. Pas parce que c'est la première chronologiquement, parce que les conditions dans lesquelles ça a été lancé ne seront jamais reproduites. Donc le fait que ça a été en proof of work dès le début avec une distribution sans ICO, sans Premine, etc., jamais on ne pourra le reproduire. Donc c'est extrêmement important, c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de Bitcoin, même si on dépasse 1000 fois la technologie de Bitcoin, rien que pour ça, on n'aura jamais les conditions pour le relancer dans les mêmes conditions. Donc oui, je pense que c'est extrêmement important. L'année dernière, par ailleurs, je crois que c'était toi le modérateur aussi, Thibaut Maréchal avait dit Bitcoin n'est pas la première crypto-monnaie, mais c'est la dernière crypto-monnaie. Et j'ai trouvé ça, C'est vrai. Voilà, c'est très intelligent parce que déjà, il y avait des crypto-monnaies avant Bitcoin. Bimoni, eGold, c'est des crypto-monnaies en fait. Enfin, il y a de la crypto et c'était des monnaies. Enfin, ça voulait être des monnaies. Et après, en fait, pourquoi la dernière? Parce que Bitcoin a trouvé une solution et a résolu quelque chose d'un coup. Donc j'aime bien cette expression de dire que c'est la dernière et pas la première. Voilà. La punchline est bonne en tout cas. Ok, donc tu l'as un peu évoqué, Abdel, parce que pour moi, c'était l'aspect vraiment chronologique. Donc, est-ce que c'est la première ou pas? Est-ce que c'est la dernière? C'est pas la première, c'est la première décentralisée. Des crypto-monnaies modernes, disons, qui est la première avec un succès très conséquent. Mais bon, on pourrait jouer sur les mots, mais voilà. Il y a un autre aspect qui, moi, me tient à cœur, et donc qui va rejoindre le discours de tout à l'heure sur la résistance à la censure, c'est le fait que le fondateur soit anonyme. Donc on ne le connaît pas, on ne connaît pas son identité civile. Et il y a quelques autres crypto-monnaies qui sont dans ce cas-là, mais avec ce degré de sécurité sur le fondateur originel, je ne sais pas. Donc est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Sachant que cet anonymat initial se dégrade avec le temps, étant donné que les développeurs ne le sont plus tous, même minoritairement. Mais... Donc il y a un aspect qui, moi, je pense que ça, voilà, l'anonymat du créateur originel, est-ce que c'est important pour vous ou pas? Kevin vient de le dire, donc oui. Ouais, et puis c'est aussi quelque chose d'assez incroyable d'avoir réussi à lancer quelque chose d'aussi gros, d'aussi complexe en étant personne, sans faire aucun appel à l'autorité en disant je suis quelqu'un de connu, ça vaut le coup de regarder. Non, c'est quelqu'un d'anonyme qui a dit voilà une nouvelle monnaie, amusez-vous avec. Je sais pas comment c'est possible que ça ait marché, mais on y est quoi. Donc là, bon, c'est un peu trop consensuel, je vois. Par contre, Ah pardon. Non, c'est moi mes questions, pas ta réponse. Donc Gilles, il y avait quelque chose qui m'avait marqué, je crois que c'était l'année dernière, mais si on est sur l'anonymat du fondateur, c'est hyper important. Mais ceci dit, au niveau des transactions, on est quand même sur quelque chose de transparent, avec la mise en place de KYC, des places de marché centralisées. Est-ce que le degré d'anonymat de Bitcoin est suffisant en 2022 par rapport à la proposition de valeur recherchée? Et je sais, moi, par exemple, dans mon cœur... Bon, j'ai beaucoup shitcoiné, donc il faudra me pardonner. Mais il y a Monero... Personne n'est parfait. Voilà. Est-ce que sur le plan de l'anonymat, il n'y aurait pas des progrès à faire Ah mais on a vu, hein, il y a eu pas mal de talks, de workshops sur la privacy ici. On sait très bien que Bitcoin a des gros soucis de privacy, donc c'est pas nouveau. Et on le sait depuis le début, je crois que même que Satoshi l'avait identifié ce problème. Donc oui, mais après, on peut quand même trouver des solutions avec des layers 2. Mais la proposition de valeur de Bitcoin fait que justement cette faiblesse vis-à-vis de l'anonymat est une sorte de prix à payer pour avoir résolu la résistance à la censure, le fait que ce soit permissionless. Oui, on peut identifier une transaction à partir du moment qu'elle passe par un KYC quelque part.
Mais en même temps, ça marche. Et puis, on peut trouver d'autres solutions au-dessus du protocole pour améliorer en fait cette privacy. Enfin, ça, c'est mon avis. Alors, moi, si je peux ajouter un petit truc, ça me paraît assez intéressant, c'est comme toute religion, dans la formulation d'une religion, il y a toujours l'avant et l'après. On a tendance à utiliser les choses qui sont nécessaires à une argumentation pour diriger certaines idées dans une certaine direction, et complètement oublier, ou alors les postulats et complètement les oublier. Ce que je trouve intéressant, venant du Bitcoin maximaliste, parce que j'ai commencé, il n'y avait que Bitcoin, on insiste, donc à ma droite, on insiste sur le fait que c'est anonyme, et encore un peu plus près de ma droite, sur le fait que ça n'a pas connu d'ICO. ICO dans le fait de dire qu'aucun fonds externe n'ont servi à la création de Bitcoin. Or, on focalise notre temps sur le fait de dire que Bitcoin est anonyme. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'un côté, on dit que c'est anonyme, et de l'autre côté, on dit qu'il n'y a pas eu de fonds extérieurs. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'on sait, c'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, peut-être que c'est un VC, peut-être que c'est un État qui a financé Bitcoin, qui a financé, et peut-être que Satoshi Nakamoto est un groupe de venture business capitalist, et donc un trader professionnel, et donc à l'encontre de toutes les idées qui sont divulguées par le maximalisme. Et donc, c'est intéressant, en fait. C'est intéressant, en fait, c'est qu'on focalise sur l'anonymat d'un côté, mais d'autre côté, en fait, on oublie complètement qu'on a dit que c'était anonyme. Donc on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Les bitcoiners ne disent pas que Bitcoin est anonyme, justement. C'est les détracteurs de Bitcoin qui disent en fait, que c'est Bitcoin qu'on ne est sait pas. anonyme. Peut-être qu'en fait, ça a été la plus grosse levée de fonds jamais vue Mais il a dans la vendu quoi, des décentralisation. bitcoins? Il a vendu quoi, des bitcoins? Peut-être qu'il a vendu le deuxième bloc, peut-être qu'il a vendu des bitcoins qui sont encore bloqués dans un ledger. Et il qui valait sont jamais... combien le deuxième bloc? Mais non, mais en fait, il y a des bitcoins qui sont, il y a des bitcoins qui sont gelés, qui n'ont jamais été bougés. Et peut-être que ces bitcoins-là sont détenus par un État ou par des VC, puisqu'en fait, c'est anonyme. Bah, On s'ils sait pas. étaient bons traders, ils les auraient déjà dump, hein, parce que ça en non, vaut une petite fortune. Non, mais à part, on peut rentrer dans des conjectures un peu comme ça, mais moi une des différences entre Bitcoin et le reste, c'est justement, et on va rentrer dans les comparaisons de religion, tu as commencé par la religion, c'est l'immaculée conception par rapport au péché originel de tous les altcoins, en fait, qui valaient 10 centimes, le réseau n'était même pas né, il valait déjà de l'argent. Donc pendant 1 an et demi, 2 ans, Bitcoin ne valait rien. Il vivait sur la passion de cryptographes et il n'y aura aucune autre crypto-monnaie aussi comme ça en fait. Et vous avez anticipé sur ma prochaine question, effectivement, c'était le launch, donc l'honnêteté du lancement qui, moi, me semble apparent. Alors évidemment, on peut conjecturer, c'est possible, est-ce que c'est probable? Si on regarde un peu comment ça s'est passé, Satoshi Nakamoto ne paraît pas, dans son comportement, si intéressé par l'argent. Après, Souvent, ce qu'on dit, le meilleur hack est le hack qui ne se voit pas. La meilleure façon de créer une banque est un hackage en détournant les fonds, donc notamment dans les débuts de Bitcoin, hein, la banque Mt. Gox. Le hacker avait hacké Mt. Gox et pendant des mois et des mois, n'avait pas du tout touché aux wallets. Puisque pourquoi toucher des wallets quand vous détenez l'accès aux wallets? Ça ne sert à rien. Tu as identifié un nouveau risque que Kevin n'avait pas fait, identifié. Donc, Sur Alors Mt. non, Gox, d'ailleurs, si je peux transformer un peu ta question, parce que c'est excellent, on ne considère pas l'argent que Satoshi, enfin en tout cas les coins qui sont attribués à Satoshi, comme étant un risque. Au contraire, enfin, si quelqu'un les dump, ok, ça va baisser le prix, mais c'est pas grave, ça fera du Bitcoin moins cher. C'est pas un problème que ce soit un État, un trader, j'en sais rien. C'est clairement pas un problème. On pourrait imaginer que la NSA ait créé Bitcoin. Ça nous pose absolument pas de problème, c'est open source. je vais poser la question. C'est juste l'argumentation de dire que d'autres projets de coins ont été créés via l'injection de fonds depuis des venture business capitalistes. oui, mais Là, parce que là, on a la preuve parce que c'est public. c'est Mais public. de l'autre côté, on ne sait pas. Vu qu'on ne sait pas, la probabilité que ce soit le même cas est aussi faisable que l'autre côté. Je vais poser la question différemment. Est-ce que vous connaîtriez d'autres crypto-monnaies qui auraient eu un lancement plus honnête et altruiste que Bitcoin? Ça me paraît difficile. Pour moi, c'est une des égalités. On va retrouver peut-être des limites à Bitcoin. En fait, il faut définir le côté altruiste. En fait, si une initiative est faite dans la transparence complète, avec de l'argent, d'où on sait de l'argent vient, or d'un autre côté, c'est complètement l'obscurité totale. Donc c'est définir le concept de quel est le lancement le plus propre, puisqu'en fait on ne sait pas de l'autre côté. Donc l'obscurité fait abstraction Alors, comparé à que les fonds ont été, par exemple, dans la blockchain Ethereum,
de Joe Lubin qui a financé Ethereum, que derrière vous avez Gavin Wood qui ont participé, vous avez un noyau fort et un noyau dur de la création de valeur et l'initiation des différents blocs dans la blockchain, et donc on sait. Et vu qu'on sait, on peut juger. De l'autre côté, on ne sait pas. On sait combien ça coûtait de miner des blocs. Et il y avait des discussions à ce niveau-là. Donc on sait que c'était peu coûteux de produire des bitcoins à l'origine. Ouais, mais ça rapportait rien. Ça coûtait autant que ce que ça rapportait. Alors, il y a un autre... Bon, écoute, je suis surpris que ce soit aussi discuté le launch de Bitcoin, mais c'est possible, effectivement, il y a des choses, il y a des inconnus. Il y a la simplicité de la proposition de valeur aussi de Bitcoin qui me paraît... voilà, c'est 21 millions de Bitcoin, donc Ishwe Fati parle du rasoir d'Occam, c'est-à-dire que voilà, il y a une quantité finie. La proposition de valeur de l'or, c'est d'être rare. La proposition de Bitcoin, quelque part, c'est d'être limité à 21 millions, en plus de la censure. Je pense que c'est quelque chose de particulier à Bitcoin, mais pour le coup, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'unique. Par exemple, dans les blockchains de type interopérable comme Cosmos, justement, la proposition de valeur, c'est que chaque layer 1 sur Cosmos ait une spécialisation très forte. Un cas d'exemple, par exemple, Sentinel, c'est un VPN décentralisé, et il fait que ça. Donc je ne pense pas que ce soit unique à Bitcoin. C'est une autre façon parce que c'est sur des systèmes interopérables, mais chaque chaîne sur Cosmos, l'idée de base, c'est qu'elle se spécialise dans un domaine. On a Akash, par exemple, qui est une infrastructure décentralisée, et chacun il se focalise sur un domaine. Et l'idée et ça Gilles le défend souvent, c'est l'idée de ce qu'on appelle dans l'informatique le SRP, le Single Responsibility Principle, et c'est important, ça veut dire on se focalise sur une chose, mais du coup on le fait bien. Mais du coup, je ne pense pas qu'on puisse dire que ça soit unique à Bitcoin pour le coup. Alors, je vais préciser la question. Donc, sur le cas d'usage de la monnaie, y en a-t-il qui soient mieux positionnés que Bitcoin sur ce cas d'usage spécifique, qui est un cas d'usage majeur, c'est-à-dire que bénéficier dans le monde d'une monnaie plus saine, c'est-à-dire qui ne soit pas, dont la quantité n'est pas soumise à la discrétion de décideurs, c'est un bon candidat. Ouais, je pense que Bitcoin est clairement, en système monétaire, la monnaie la plus avancée que l'humanité ait jamais connue, bien sûr. Et ben moi, je pense qu'on s'en fout. Et moi aussi, en fait. Avoir 21 millions d'unités ou 22 millions d'unités ou 1% d'inflation par an, on n'en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est à quoi ça sert. Est-ce que ça marche? Tu peux créer un coin aujourd'hui avec 21 millions d'unités, ça te garantit rien comme réserve de valeur. Et Bitcoin, quand il a été créé, il valait rien. La question était sur la quantité, la question était sur l'aspect limité. L'aspect limité, qu'il soit limité ou pas, on s'en fiche. Ça ne change absolument rien. Il y a beaucoup de discussions sur la tail inflation récemment sur Bitcoin, à savoir qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'argent pour les mineurs. Est-ce qu'on va avoir des transaction fees? Bon, bref. Moi, je dis c'est pas un débat. Mais techniquement, on s'en fiche. On pourrait avoir de l'inflation, ça ne changerait pas la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est pas d'avoir 21 millions de coins. Mais... Du coup, j'ai une question pour toi. Ça ne changerait rien si ça avait été initialement conçu comme ça? Voilà. Mais par contre, si on changeait en cours de route, ça serait un problème. Bah, ça deviendrait un shitcoin. Voilà. Okay. Ouais, tout à fait. En fait, ce qui est important, c'est que ça change pas. C'est pas ce que c'est en fait. Moi, la proposition économique, monétaire, en fait, peut-être, mais en fait, c'est qu'elle soit là et qu'elle bouge pas. En fait, c'est ça qui est fort. Le fait d'avoir une quantité limitée à vie qui peut pas être modifiable, c'est une prouesse mathématique. Et que ce chiffre soit 21, 31 ou 69, on n'a un peu rien à faire. Le truc en fait, c'est que c'est une prouesse mathématique. Et le fait d'avoir ça résout... La prouesse, c'est d'avoir les mécanismes qui empêchent de changer, en fait. Plus que le choix des 21 millions, ça aurait été 2 ou 48 millions. Ou... Alors, juste pour revenir, Gilles, sur la prouesse et de la promesse de ne pas changer, elle dépend quand même beaucoup du consensus social et de l'humain. Du coup, c'est pas une prouesse technique à ce côté-là. Ouais. C'est une promesse culturelle, communautaire, non, mais tout ce que tu encore veux. une fois, Bitcoin, c'est pas Ethereum. Il n'y a pas de consensus social, il y a un consensus. Et pour changer ces règles... Non. Pour changer ces règles-là, il faut l'unanimité du consensus qui n'existera jamais, en fait, surtout sur des questions de politique monétaire. Tu n'auras jamais personne qui est d'accord. Alors, ok, je vous rejoins. Donc, je vais préciser, c'est la crypto-monnaie qui est la plus prévisible au niveau de sa quantité d'émissions. Mais il y a certaines limites. Hein. Par exemple, il y a des transitions de l'inflation aux frais. Et est-ce que c'est peut-être la plus prévisible? Est-ce que c'est la plus pérenne, selon vous? Moi, plus longtemps dans le temps. Je pense qu'il y a quand même certains problèmes à long terme qui sont souvent balayés de côté, comme on va en revenir encore, hein. Le problème des halving et la diminution des block rewards à chaque fois, et le fait que l'activité économique de Bitcoin ne permet pas de compenser le budget de sécurité avec l'effet de transaction. Sincèrement, je pense que c'est l'un des problèmes majeurs qui est trop mis de côté sur l'écosystème Bitcoin, et je trouve ça dommage qu'on aura dans 80 ans à peu près. Comment? Un problème de dans 20 ans, bien dans avant. 30 ans.
bien avant, parce qu'en fait, Il y a d'autres problèmes qui sont là, en fait, qu'il faut régler avant ce problème. En fait, je suis d'accord avec toi qu'on peut spéculer sur le fait que qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de reward, mais qui sait, ça peut bien se passer aussi. Ça peut. Oui, mais il faut raisonner comme tu le disais, et là je suis 100% d'accord, comme un protocole de guerre. Et la base même, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe s'il y a ça. On ne peut pas écarter. Il y a un autre exemple qui est par exemple prévoir des mécanismes pour changer les algorithmes de signature pour avoir des algos résistants aux attaques quantiques si ça arrive. Sur Ethereum, par exemple, chaque brique primitive crypto qui a été définie, elle est designée pour être changée par une brique résistante aux attaques quantiques si besoin. Et c'est bien de designer le protocole pour pouvoir changer si jamais il y a un problème. On peut dire que ça n'arrivera jamais, etc. Mais si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? En fait, le problème, il est à l'envers. Enfin, il y a des discussions, bien sûr. Mais avoir la block reward, avoir de l'argent gratuit qui tombe sur le réseau en ce moment et qui paye les mineurs, ça, en fait, c'est l'inverse. Ça crée une incentive perverse qui fait qu'on a des mineurs qui sont aux US, cotés en bourse. Normalement, le principe économique de Bitcoin, ça fonctionne parce que c'est les gens qui payent des frais de transaction et qui sont prêts à payer ces frais puisqu'ils ont envie d'utiliser le réseau. Et là, ce n'est pas le cas. Hein, c'est de l'argent gratuit qui tombe. Et du coup, ça nous crée un système de défense. Les mineurs, ils nous défendent, mais on n'est pas attaqué. Et du coup, à la place, ils nous créent un risque qu'eux vont se faire attaquer et que ça nous met dans la merde. Donc ce sera mieux, en fait, quand on n'aura plus de block reward et que les gens doivent payer pour faire passer leurs transactions. Si je peux me permettre, je suis assez d'accord avec toi, mais ça nécessiterait quand même le fait que l'usage de paiement soit développé à grande échelle. Or, on voit quand même que la fonction de store of value est quand même celle qui est la plus utilisée sur Bitcoin aujourd'hui. Donc ça nécessiterait d'avoir un scaling de la fonction de paiement, de l'avoir à l'échelle, par exemple à grande échelle, pour pouvoir faire en sorte que les frais de transaction payent la sécurité économique de Bitcoin. Mais la fonction de store of value, en quelque sorte, nuit à ça, en fait. En fait, l'usage tout court, pas forcément l'usage de paiement, et puis store of value. Il y a eu plein de bitcoiners dans cet événement qui ont justement combattu cette idée que Bitcoin n'était que store of value. Donc voilà, c'est l'usage tout court de Bitcoin, le block space, l'utilisation du block space. C'est quand même ma prochaine question, c'était donc il rejoint en fait le fait que ce soit à la fois l'une des plus prévisibles et qu'elle soit limitée. C'est quand même deux composantes qui en font par définition normalement une bonne réserve de valeur. Est-ce que ça serait parmi les crypto-monnaies l'une des meilleures? Ah, mais vous avez le droit d'être pas d'accord, hein, mais c'est ma question. C'est le fait que ce soit prévisible et limité, n'en ferait-il pas l'une des meilleures crypto-monnaies en tant que réserve de valeur? Mais il y a des concurrentes et tout le monde ne privilégiera pas Bitcoin forcément. Mais... Uniquement si on en a besoin. Comme je disais sur mon talk, le besoin, il est très très dépendant de chaque personne. Le jour où Bitcoin va être attaqué, est-ce que vous en avez besoin comme réserve de valeur? Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque de vous défendre contre l'inflation, typiquement si c'est réserve de valeur, au risque d'aller en prison? Vous voyez, il est où votre risque? Donc il y a quand même ça. Il n'y a aucune garantie que Bitcoin a de la valeur en soi. Il faut que la valeur, elle vienne de soit c'est utilisé pour faire des transactions qui sont bloquées autrement, sinon je vais utiliser le système bancaire traditionnel, et je suis prêt à payer plus de frais sur Bitcoin pour que cette transaction passe, ou alors je veux le garder comme store of value, genre j'ai quelques Bitcoins et je sais qu'il n'y en aura pas plus que 21 millions, et du coup c'est pour payer moins de taxes, que ce soit des taxes visibles ou des taxes d'inflation. On pourrait faire un raisonnement par l'absurde, hein, ce qui fait que sa quantité limitée lui confère une valeur. C'est s'il y en a 21 millions et qui valent 0, je les achète tous. Donc à partir de là, il y a une valeur minimale par le fait que ce soit limité pour moi. Ouais, mais t'es le seul couillon à en avoir. Oui, mais je suis sûr que j'en trouverai d'autres. Et ça devient un shitcoin. S'il a 0 par définition. Est-ce que c'est la crypto-monnaie la plus sûre? Ça, c'est une question qui est plus délicate. Alors, on va retrouver la décentralisation, des concepts, la preuve de travail. Ouais, il faut qu'on définisse un peu plus la notion de sécurité qui est un spectre. Parce que dans l'absolu, si on prend que la sécurité, sans la décentralisation, etc., les réponses vont être différentes. Je pense que si on fait un panier global de compromis entre la sécurité et la décentralisation, c'est difficile de dire que c'est la plus sécurisée parce que, par exemple, objectivement, le coût d'une attaque sur une heure, il est plus grand sur Ethereum. Donc, de cette définition-là, on pourrait dire que Ethereum est plus sécurisé. Et comme je le disais ce matin, ça va être encore plus vrai après le passage au Proof of Stake. Maintenant, il faut considérer dans le spectre la décentralisation. Et là, si on considère peut-être que c'est le meilleur compromis entre les deux, à voir, mais je pense qu'il faut qu'on définisse la notion de sécurité un peu plus là pour le problème, je pense que la vision de Bitcoin et les débuts de Bitcoin étaient d'une décentralisation et d'une sécurisation, une sécurité qui était beaucoup plus élevée que maintenant.
Maintenant, vous avez une centralisation des acteurs, vous avez une centralisation des acteurs dans des gouvernements hyper régulés et sous autorité de plusieurs entités. Et donc, en fait, ça pose le problème de la décentralisation. Dans le cas contraire, je pense que la présentation qui a été faite par un Maxi, non. Je ne sais pas si c'était Maxi ou Anti, j'ai regardé la présentation d'avant, j'étais un petit... Toxi Maxi. Non, mais en fait, voilà, donc il y a beaucoup de façons d'attaquer Bitcoin. Oui, De nombreuses façons d'attaquer Bitcoin et de nombreuses façons de vraiment faire en sorte que soit un cheval de Troie qui puisse attaquer le réseau. Donc là, en l'occurrence, ça ne fait pas du tout d'une blockchain décentralisée et sécurité. Alors, par rapport à ce que tu dis, moi je pense tout l'inverse. En fait, Bitcoin n'a jamais été aussi faible qu'au Genesis Block en fait, en termes de sécurité. Il n'y a jamais eu autant de nodes qu'aujourd'hui, de full nodes, et les full nodes font la sécurité du réseau. Il n'y a jamais eu autant de hash rate. Tu peux avoir 1 milliard de full nodes qui sont dans la main d'une personne, ça ne changera pas d'avoir 10 personnes avec 10 différents full nodes. Ah non, mais on est d'accord, sauf qu'à l'époque, ils étaient deux. Hein. Il y avait Satoshi et Alphine. Qui fait tourner un full node Bitcoin dans la salle? Voilà, je pense que ton milliard par une personne, ça va quoi. Enfin, on est bon. Il faut. Et puis il y a des milliards. Non, mais petit pourcentage, je veux dire. Il n'y a pas 1 milliard de nœuds sur Bitcoin. En fait, il y a 3000 nœuds sur Ethereum, il y a 50 000 nœuds sur Bitcoin, parce que le fait d'avoir. C'est faux, mon ami, mais c'est pas grave. Allez, 4000. Ça dépend s'il y a un bug sur Get, s'il faut update, enfin bref. Mais globalement. Non, mais globalement, pour moi, il n'y a pas de débat. Bitcoin est clairement la chaîne la plus sécurisée. Alors, ça dépend. Donc, il y a plusieurs vecteurs d'attaque. Si on reprend sur le prisme de l'attaque de la censure, pas sûr du tout, à cause des problèmes que tu as cités. Sur le prisme de la sécurité économique, objectivement, non. Ethereum, tout de suite, maintenant, est plus sécurisé d'un point de vue sécurité économique. Pour être très clair, il faut être concret. À un moment donné, on peut faire des débats philosophiques, mais il y a aussi la réalité. La sécurité économique, elle est... Non, la sécurité économique, tout de suite, elle est plus forte sur Ethereum. Voilà. Maintenant, il y a la sécurité du protocole, par exemple sur le prisme de, comme je disais tout à l'heure, la cryptographie pure, etc. Non, Bitcoin n'est pas plus sécurisé parce qu'il n'a pas des mécanismes qui permettent de résister, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux attaques quantiques si besoin, etc. Pareil, en termes d'algorithmes de signature, tout ça, il y a une flexibilité qui n'est pas présente qui permet de sécuriser. Donc, voilà, il y a des choses sur objectivement non. Mais sur l'équilibre total, je pense qu'on peut peut-être dire que oui. Mais par contre, il y a des points sur lesquels Ethereum, objectivement, est supérieur. Mais oui. Aussi la raison pour laquelle Ethereum ou d'autres blockchains... Non, les autres, c'est de la merde. Ça, c'est vrai. Je parle de Ethereum, c'est vrai. Mais c'était pour être gentil. Je veux dire, en fait, c'est que la raison pour laquelle, en fait, cette transition avec cette recherche de plusieurs années, depuis 8 ans, 9 ans, dans la recherche scientifique, mathématique, fondamentale, des ressources considérables ont été investies dans le proof of stake ou cette transition, c'est aussi parce qu'en fait, il y a un manque de décentralisation et de sécurité. C'est le fait d'admettre que, par exemple, Ethereum n'est pas décentralisé comme il devrait être décentralisé dans la vision, et donc d'améliorer dans l'innovation et d'améliorer cette transition. Mais le fait de dire que Bitcoin à l'heure actuelle est sécurisé et décentralisé, c'est complètement faux. Non, mais de façon empirique. On regarde combien de fois Bitcoin a été mis à défaut en termes de sécurité depuis 13 ans. Si tu compares à Ethereum, c'est pas forcément au niveau du protocole. Oui, précise quand même. Oui, mais le fait est que la complexité, le fait qu'on ait des smart contracts, Turing complet, pas vraiment, mais enfin bref, on a une surface d'attaque énorme, on a des milliards et des milliards d'argent hackés, limite tous les mois en fait sur Ethereum. Combien sur Bitcoin? Mais tu auras les mêmes quand RGB arrivera avec les smart contracts. C'est pas le protocole. C'est faux. C'est un peu comme dire. C'est complètement faux. Bah si, c'est empirique. C'est complètement faux. C'est comme dire. Internet n'est pas sécure parce que tel site web est pas sécure. C'est comme dire Bitcoin a subi la plus grosse attaque parce que mon Gox s'est fait hacker. Oui. C'est exactement la même chose. Alors, ce que tu viens de dire, c'est exactement la même chose. Sauf que les coins, on les revient. C'est complètement, mais je suis désolé, c'est rien à voir avec ce que par rapport à toi. Je suis pas sûr de ce qui se passe dans la salle. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un hard fork? Est-ce que vous pensez que c'est bien pour la sécurité? Merci. Alors, vous avez eu combien de hard forks sur Ethereum? Il y en a 2. Plein, ça s'appelle voulu.
Ça s'appelle en fait une innovation, ça s'appelle Ouais, en fait une exactement. transition, une On migration. innove en cassant la sécurité. Alors, messieurs, permettez-moi de reprendre le débat sur la table. Donc, oui, il y a les hard forks, mais il y a le fait qu'ils soient prévisibles ou pas. Pour moi, ça fait une différence. Bien sûr. Et on va revenir sur la décentralisation. Et il y a différents aspects. Donc, il y a au niveau de l'infra, il y a eu un débat sur le nombre de nœuds. Est-ce que c'est si important que ça d'en avoir 10 000 ou 8 000? La différence est-elle notable? Je ne sais pas. Ensuite, par contre, il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé, c'est au niveau de la distribution de la supply. Avec ces 13 ans d'ancienneté, bien qu'elle soit difficile à établir, puisque, je veux dire, comme il y a un anonymat relatif, c'est difficile de savoir. Mais moi, j'ai le sentiment que ce serait l'une où la supply est la mieux distribuée. Mais je peux me tromper lourdement, et j'aimerais avoir votre avis sur la question. Il y a pas mal de gens qui reprochent aux bitcoiners en fait que les premiers services sont plus font avantager par rapport à ceux qui arrivent tard. Mais le fait est que au Genesis Block, même s'ils étaient 2 ou 3, n'importe qui avait suivi un peu l'action sur la mailing list Cypherpunk pouvait faire tourner son node, pouvait miner. Il y a plein de gens qui ont miné au tout début. Bon, ils ont perdu leur coin sûrement. Si on compare aux autres coins, bon, apparemment ça parle beaucoup Ethereum, donc comparons à Ethereum. Ethereum, c'est 70% de pré-mine en fait, aujourd'hui. Donc en fait, toute la distribution a été donnée aux investisseurs initiaux, et alors que sur Bitcoin, ça a été dilué sur des années, on pouvait miner des blocs. Ça n'a pas été donné. Hein, comment ? On ne me les a pas donnés. Oui, effectivement. Mais en tout cas, c'était pas d'un coup, en fait, il y avait déjà 70% qui étaient dans les mains des gens avant même que le réseau n'ait commencé. Donc c'est quand même Et si Satoshi était un million de personnes, est-ce que ça ferait Bitcoin Non, mais là on parle de la distribution. Je vais reprendre. Comment on distribue les coins. Je reformule. Ouais, je pense que tu parlais pas du mode de distribution, mais l'état actuel de la répartition des. Il y a l'état actuel de la répartition, mais tu as soulevé un autre sujet. Alors 100% d'accord avec Gilles, pour le coup, au niveau initial, il n'y a pas photo, clairement. Maintenant, 7 ans après, honnêtement, elle n'est pas dégueulasse sur Ethereum, la répartition. Mais tu as raison, sur le mode de lancement, il n'y a pas photo. Mais ensuite, dans le modèle de distribution d'une crypto-monnaie, est-il plus noble de la distribuer par le mining que par une mise aux enchères? Oui, mais on n'aura jamais les mêmes conditions pour le faire comme pour Bitcoin. Donc, oui. Pourquoi? Pour le côté faire, accessible à tout le monde, etc. Mais quelque part, les mineurs, ils engagent des ressources. En quoi c'est différent d'acheter un ASIC ou d'acheter des crypto-monnaies directement? Tu peux pas scammer les gens. Oh, tu sais, j'ai acheté des mineurs qui ne marchaient pas, hein, ça m'est arrivé. Non, mais ok, bon, je prends cette réponse, elle me plaît. J'avais un petit passage sur la résistance à la censure, qui rejoint aussi tous ces aspects de décentralisation. Est-ce que, peut-être de liquidité aussi, est-ce que Bitcoin serait, donc, dans sa proposition de valeur, donc il y a cet aspect limité et il y a cet aspect effectivement dans les usages de pouvoir s'extirper d'une attaque étatique. Est-ce que c'est le meilleur coin pour se préserver d'une troisième? Alors franchement, c'est le seul focus qu'on a depuis le début, c'est la censorship resistance. C'est vraiment le but de Bitcoin, c'est d'être résistant à la censure. Ça fait 13 ans que c'est le cas, c'est pas les mêmes focus sur les autres coins. Il y a toujours eu, ok, Bitcoin c'est chiant, on n'arrive pas à faire avancer l'innovation parce qu'il y a trop de focus sur on veut pas casser les choses, on veut absolument que ce soit résistant à la censure, on s'en fiche si on peut pas mettre de JPEG de Monkey dessus. Bon, écoute, c'est juste le focus. Qu'est-ce qu'il y a eu en 13 ans pour combattre la censure sur Bitcoin? C'est toujours là. Et genre, c'est. Ça veut rien dire en fait. C'est qu'en fait, au début, c'était une technologie et un concept qui était naissant. Et C'est-à-dire. donc, en fait, les gouvernements et les États ne prenaient pas ça comme un risque. Et donc, ils n'avaient aucun intérêt d'attaquer un truc complètement, pour eux, dénué de sens et complètement stupide. Or là, à l'occurrence, les crypto-monnaies, Bitcoin sont une attaque au système monétaire international. Et donc forcément, l'attention sur une technologie comme ça devient beaucoup plus intéressante. Et donc le risque est là. Mais qu'on me dise ce qui a été fait sur Bitcoin en 13 ans pour combattre la censure. En gros, le Au design niveau de base. innovation technologique. Non, mais le design de base de Bitcoin, il est magnifique. Ah d'accord, donc en fait, C'est un en truc 13 de ans, il y a eu malade. énormément de travail et ça se récupère. En fait, c'est juste parce que c'est le design de base, quoi. Après, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, Kevin, il n'est pas infaillible dans l'état actuel. Il y a quand même des points sur lesquels il faut être vigilant, ça tu l'as dit toi-même. Sur le côté, les autres systèmes ne mettent pas l'accent sur la résistance à la censure.
c'est faux. Il y a d'autres focus. Effectivement, comme on veut faire plus de choses, c'est-à-dire qu'il y a plein de focus en parallèle, ce qui fait que ce n'est pas le seul focus. Mais il n'y a pas... Combattre la résistance à la censure en disant qu'on va investir dans des ASIC ou qu'on va faire en sorte que le parti QI ait des ASIC, c'est un peu se frapper la tête contre un mur. Par contre, combattre la censure par l'innovation, par la théorie des jeux, par les mathématiques, par la science, c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'en fait, un protocole comme, si on fait le combat Ethereum versus Bitcoin, c'est pour ça qu'un protocole comme Ethereum, la raison pour laquelle on passe du même mécanisme de consensus, du proof of work, qui est exactement le même, dans les détails pas, mais grosso modo que Bitcoin, on passe sur un nouveau système. Certains pourront argumenter que c'est scalabilité, niveau sécurité, mais c'est aussi pour combattre la censure. Tu ne peux pas combattre la censure. Bon courage. Mais c'est pas une question de bon courage, en fait, c'est une question d'ouverture d'esprit. Non, de la recherche sur le proof of stake, je suis désolé, tu as 20 ans de recherche sur le proof of stake, c'est pété, ça ne marche pas. C'est complètement faux, c'est complètement Bah, faux. ok, Déjà, c'est faux c'est des peut-être pour toi, recherches. on verra. Mais sur Bitcoin, on a le proof of work En fait, qui a été inventé, mais exprès pour résister aux attaques étatiques, à la censure. Alors forcément, on va pas le péter, ce serait complètement con. non, mais dire que Bitcoin a été... la raison pour laquelle Bitcoin n'a jamais été attaqué à l'heure actuelle, et qui a subi des attaques... Bitcoin est attaqué tous les jours. Non, Justement, mais mais niveau Bitcoin gouvernement, résiste aux attaques. si par exemple, du jour au lendemain, le G8 ou le G12 ou peu importe, décidait de stopper le Bitcoin, il pourrait stopper Bitcoin. Oui, mais ça c'est une autre question. Il pourrait... Voilà, exactement, ça c'est un bon point qui a été là-bas. Il y a une grosse différence, et je pense que là on va faire des abus de langage entre la monnaie, crypto-monnaie Bitcoin et le protocole Bitcoin. C'est un abus de langage. Mais donc, s'il décidait du jour au lendemain de bloquer les IP, d'aller voir les mineurs dans l'ordre... Déjà c'était dit, on peut très bien savoir qui fait retourner un nœud, on peut très bien savoir toutes ces choses-là. On peut très bien arriver à stopper Bitcoin, si on voulait, aux décisions internationales. Mais ça, sauf qu'en fait, il y a des gouvernements qui n'ont pas forcément intérêt et pourraient toujours dire bon, bah, vous êtes welcome, Corée du Nord, des choses comme ça, pour faire venir. Julien, admettons, et je pense que vous étiez plus ou moins. Non, mais vous étiez plus ou moins d'accord avec ça, puisque c'était le sujet de la table de la présentation de différentes. Corée du Nord, ils sont vraiment dans la crypto. Hein. Non, mais attendez. Bitcoin, je t'invite. Je vais recentrer Surtout un petit chez peu. les éthéristes. Bon, laissez-moi Il y en a un recentrer. qui est en prison d'ailleurs, mais ouais, bon, bref. Mais la Alors, question, c'est. c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas trop alors s'il est en prison. Vous avez fini? Non, la question, c'est pas vraiment de savoir si Bitcoin est parfaitement résistant à une attaque étatique, quels que soient les moyens venus. C'est est-ce que parmi les crypto-monnaies que nous avons, ce serait celle qui nous protégerait le mieux d'une attaque. Évidemment. Sachant que probablement aucune ne pourrait résister à une attaque totale, mais est-ce que c'est le meilleur cheval finalement? Parce qu'on n'est pas dans l'absolu. Je pense que tu as raison, aucune, là, dans l'état actuel, ne pourrait résister, ça c'est clair. Il y a des vecteurs d'attaque qui n'existent pas sur Bitcoin, effectivement, de part, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas d'entreprise avec une grosse importance, etc. Il y a plus de vecteurs d'attaque, par exemple, sur Ethereum, forcément. Même s'il y a des choses pour mitiger ça, le fait qu'il y a une diversité des clients, etc. Le côté passage en proof of stake fait que, objectivement, on est capable d'identifier s'il y a de la censure, etc., et de réagir. Mais oui, je te vois venir. La solution pour pallier à ça n'est peut-être pas acceptable, parce qu'elle nécessiterait, par exemple, prenons un cas pour illustrer. Coinbase qui accumule 66% de la supply de TH, qui devient d'un coup compliant, OFAC, etc. Au moins, on peut le détecter très facilement. Maintenant, la solution pour pallier à ça, elle est très simple, on peut le faire facilement, mais c'est ce que disait Kevin. C'est là où c'est compliqué, c'est que la solution pour pallier à ça serait de censurer le censeur. Donc on serait capable de le faire et de dire, par exemple, soit de friser les assets de Coinbase, soit complètement retirer du validator set, etc. et l'empêcher d'agir. Mais après, est-ce que cette solution, d'un point de vue éthique, est acceptable? Là, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on aurait les moyens techniques dans un système où tu peux identifier les validateurs, là où la puissance de calcul, le hash rate, est complètement abstrait et qui rend difficile l'identification des acteurs qui sont compliant ou malhonnêtes. Par exemple, il y a eu beaucoup de personnes ici dans la conférence ont parlé de l'arrestation du développeur de Tornado Cash et du fait que Ethereum n'était pas décentralisé et sécurisé. Complètement rien à voir. Pourquoi? Je vais expliquer. Ça s'appelle en fait un cheval de Troie. En fait, le protocole Ethereum est comme le protocole Bitcoin, qu'on le veuille ou non, avec le principe Proof of Work. Ce qui s'est passé, c'est au niveau smart contract.
des acteurs ont développé des smart contracts, des stablecoins, donc des monnaies qui se backent sur le dollar en l'occurrence. Et dans ces contrats, ils ont mis en place des systèmes de censure. Et grâce à ces stablecoins, ils ont pénétré Ethereum avec énormément de market cap et sont devenus les leaders dans le marché des stablecoins sur Ethereum. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est tout acteur qui ont utilisé cette plateforme, au lieu d'aller censurer des IP, au lieu d'aller directement dans les maisons des gens pour enlever des miners, ils ont dit, OK, toute adresse qui a eu une interaction avec cet outil de privacy, on les shut down. Mais ça n'a rien à voir avec le protocole. C'est un cheval de Troie. C'est un produit, c'est comme dire que Mt. Gox, dire que Bitcoin s'est fait hacker, parce que ça on l'avait vu dans le lobby, on l'avait vu sur TF1, Mt. Gox, énormément piratage, parce que Bitcoin piraté parce que Mt. Gox est tombé. Ça n'a rien à voir. Alors, il y a des abus de langage, mais ça renvoie quand même vers la seconde question, parce que je pense quand même que l'évolution des protocoles décentralisés, en fait, n'est pas le seul fait de la technique, c'est un savant mélange de techniques, d'humains et de capitaux. Et donc, c'est quand même la majorité économique qui fait évoluer les protocoles. Donc, l'aspect économique et humain... 50-50, c'est 50% d'aspect économique et 50% théorie des jeux. Oui. De pouvoir incentiviser les acteurs, de pouvoir en faire que les acteurs qui sont mal intentionnés soient plus incentivisés par le fait de faire tourner le protocole que de le détruire. Mais c'est plus subtil quand on a une économie qui est beaucoup plus développée, comme celle d'Ethereum, où tu as quand même beaucoup d'acteurs différents. Ça fait peser, je suppose que ça enrichit la théorie sûr, la des jeux. différence entre un lingot d'or et Internet, oui, et effectivement, il y a énormément de différences. Les attaques sont différentes. Ouais. Mais par contre, Benoît, tu as raison, et tu l'as dit, l'importance des stablecoins fait que c'est des vecteurs d'attaque énormes sur Ethereum et sur la DeFi sur Ethereum. Et ça, il faut clairement qu'on s'affranchisse de ça. Donc il y a à peu près le même genre de pouvoir, mais différemment sur Bitcoin avec le poids des échanges centralisés, etc. Globalement, tant qu'on a une dépendance forte au fiat, on n'est pas tiré d'affaire. Et c'est le fait d'avoir des stablecoins sur Ethereum, c'est ça nous bloque parce qu'ils ont un fort pouvoir dans le choix des forks. Et stablecoins centralisés. Centralisés, parce que vous avez des initiatives, et notamment, c'est bien de noter UST. En France, par exemple comme Angle, qui sont un stablecoin algorithmique basé sur les mathématiques qui permettent, grâce à des produits dérivés, de pouvoir... comment Non, mais tu vois. J'ai entendu. Et donc de pouvoir en fait faire en sorte de toujours maintenir le PEG. Et donc ce qu'ils essaient de faire, c'est des prouesses mathématiques pour pouvoir, avec des produits financiers... Bon, c'est pas gagné, on a vu ce que ça donnait avec l'UST, donc c'est clair que... Non, mais UST... Non, c'était pas les mêmes mécanismes, clairement. C'est un oui, bien sûr. outil de la base. Oui, complètement. Non, mais on est d'accord. C'est pas du tout les mêmes mécaniques. Moi, ça me renvoie vers une réflexion. Donc, il y a l'innovation, il y a le temps, évidemment, qui nous diront. Pour l'instant, le temps, on a plus de retours sur Bitcoin. On en a quand même pas mal sur Ethereum, un peu moins, avec des prises de risque qui sont sans doute supérieures, mais peut-être pour d'autres objectifs. Moi, je voudrais revenir sur les humains. Et je pense que l'éthos de la communauté Bitcoin, est-ce que c'est la communauté la plus cypherpunk, sachant que l'état d'esprit en fait des utilisateurs quand même détermine quelque part aussi un petit peu la robustesse du protocole. Je pense que la communauté a de l'importance aussi. Alors, il y a plusieurs catégories d'humains déjà qu'il faut distinguer. Donc, il y a les développeurs, il y a les utilisateurs, il y a les spéculateurs, et du coup, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Je pense qu'en termes de développeurs, clairement, la communauté Bitcoin est clairement, en termes d'ethos, il n'y a pas de problème. Maintenant, les utilisateurs, c'est comme partout. Il y a des gens qui viennent sur Bitcoin, ils vont spéculer, etc. Ils n'en ont rien à foutre de la décentralisation. Ça, on les retrouve partout. Je pense que cette mentalité, honnêtement, on la retrouve aussi sur Ethereum, contrairement à ce que vous pensez. Cette mentalité cypherpunk, volonté de résistance à la censure, etc. La seule différence, globalement, c'est ce qui nous divise beaucoup, c'est juste une question de timescale et le côté ossification du protocole. En fait, c'est juste que Ethereum, on accepte que ce ne soit pas un projet qui soit fini. Et globalement, ça change tout. C'est que tant qu'on n'est pas accompli toute la roadmap, là, à peu près, on peut dire qu'on est à 50%. Et on accepte d'aller vite, de casser les choses tant qu'on n'est pas arrivé à ces... Et c'est juste que cette logique d'ossification sur Bitcoin, c'est pas la même échelle de temps. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a beaucoup de divergences et que tu penses, par exemple, que les hard forks, c'est un problème pour la sécurité, là où je pense que moi, c'est un avantage dans certains cas, mais c'est une question de timescale. Évidemment, quand on pourra considérer qu'Ethereum sera fini, il faudra être dans une logique d'ossification beaucoup plus lente. L'ossification. Toi, je sais, Gilles, que ça te tient à cœur et que tu trouves que c'est pas un défaut, que c'est pas un bug, mais que c'est volontaire. Oui, alors... Pour moi, on n'a pas parlé, mais pour moi, la principale différence entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies, c'est au-delà de l'aspect monétaire, vraiment au niveau purement informatique.
il évolue vraiment comme un protocole informatique. Les protocoles informatiques ils sont généralement très statiques s'ils veulent espérer une adoption sur le long terme. Si on compare à d'autres protocoles informatiques très connus que tout le monde utilise aujourd'hui, Internet aujourd'hui, la jeunesse d'Internet, on peut même remonter à 69. On a créé des protocoles, le protocole IP par exemple, qui est vraiment la base de toutes les stacks du web d'aujourd'hui, a très peu évolué. On a eu quelques itérations, quelques changements, mais globalement, c'est sa stabilité qui a fait qu'on peut avoir du Netflix aujourd'hui. Si Internet changeait tous les 4 matins, on serait toujours à avoir des gifs animés de 98 là, sur nos pages web. Donc en fait, l'aspect ossification du protocole et le fait que son évolution soit l'inverse de Move Fast Break Things, c'est très bien si on veut un jour espérer avoir un protocole universel de valeur qui pour moi c'est le endgame, c'est rendre la valeur, la confiance, l'argent, en faire une primitive universelle et derrière tu construis tout ce que tu veux par-dessus. À l'inverse, dans le monde des cryptos, on a plutôt une logique start-up. On est plus sur, on va créer un projet. On est beaucoup sur des promesses. Hein. Si on prend le cas d'Ethereum, ce ne sont que des promesses depuis le début. Ethereum 2 a été annoncé en 2017 pour l'été prochain ou même en 2016 et repoussé. Moi, en fait, j'ai toujours cette suspicion sur des roadmaps. Moi, j'aime pas les roadmaps publics. Les roadmaps privés, c'est très bien, mais les roadmaps publics, c'est générer une envie pour que les gens en fait envoient leur argent parce qu'ils auront l'assurance que si je peux me permettre de répondre à ça. Ah non mais attends je finis. Globalement en fait, et pas que sur Ethereum, on a vraiment l'impression qu'ils vendent ça comme des startups, comme des decks de startups et qu'on ne capitalise que sur un futur hypothétique et que personne ne vend la proposition de valeur actuelle en fait. Entre le retard et le mensonge, il y a une différence quand même. Si tu veux, on peut regarder tous les deux sur ton PC ou le mien. Mais par exemple, ETH Research, il y a la vision du protocole, il y a des énormes années de recherche mathématiques, scientifiques et philosophiques sur tous ces aspects de décentralisation et mis en papier et vraiment argumenté dans l'Ethereum. Donc non, l'Ethereum sur les dernières années a extrêmement changé pour correspondre à la vision. Ça, clairement. Et après je reviens sur le truc. Ce que j'aime bien en fait, c'est toujours en fait la discussion du. Attends, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je suis allé sur la deuxième fois, donc là je suis un peu perdu. Ils aiment bien la vision. Le premier point qu'il disait. Sur le fond du sujet, c'est stabilité vs flexibilité. Voilà. Je pense donc que en fait, c'est ça un le petit débat. peu le fait de élaborer et de parler d'un paradoxe et de toujours être confortable avec ça. C'est-à-dire en fait de dire le principe même de dire le protocole. Donc le protocole Bitcoin est révolutionnaire, voilà. Par contre, de dire donc c'est quand même le Web 3. C'est un peu la révolution. Au lieu d'utiliser le Web 2 et le Web 1, c'est une révolution industrielle. Donc on utilise cette nouvelle forme de révolution dont on ne comprend pas vraiment encore où on va. On essaye d'aller à un endroit et on ne sait pas comment on va y aller. Et en fait de dire les standards IPFS, SMTP, les standards d'Internet, ils n'ont jamais changé. Donc c'est comme ça que ça doit être. Mais alors si c'était ça, pourquoi avoir créé Bitcoin? En fait, pourquoi ne vouloir jamais changer et dire qu'on a un protocole qui ne doit pas changer? Non. Mais non, mais dans cette révolution industrielle, peut-être qu'on va vivre sur un protocole qui va évoluer en fonction de la société. La société de demain, on n'a pas connaissance d'elle-même, on n'a pas connaissance de ce qui va être demain. Non, mais c'est un débat qui oppose les deux communautés. Hein. Il y a une communauté qui préfère l'ossification et qui trouve que ça permet de plus stabilité. Non, mais l'ossification, je suis d'accord, ça peut être intéressant, mais de dire que c'est parce que c'est comme ça que c'était comme ça avant, pendant des décennies. En fait, ce dont je parle, c'est pas crypto, c'est juste l'informatique, c'est juste. Quand tu construis quelque chose, tu peux pas construire sur des sables mouvants. Tu construis sur des choses stables, sinon on reste sur du binaire ou du binaire, on construit jamais la physique quantique. Si bien sûr que c'est des sables mouvants, vous changez les règles tout le temps. Vous passez de proof of work à proof of stake. C'est quoi comme changement? C'est énormissime. C'est prévu depuis longtemps. C'est 9 ans. C'est 9 ans tout le temps quand même. Ça fait 9 ans. Okay. Oui, non, mais alors, juste pour me permettre de rebondir sur le côté roadmap, s'il te plaît, Gilles. Alors, il y a déjà premièrement, il y a une différence entre changer tout le temps
en naviguant à l'aveugle et changer tout le temps en ayant une direction claire et une roadmap claire. Et sur le côté roadmap qui vend de la hype... Pas changer tout le temps, c'est en fait, c'est une vision. Oui, non, mais c'est ça. Comment arriver à la vision? Exactement. Et les étapes pour y arriver, le fait d'avoir une roadmap, c'est pour de la transparence, c'est de dire voici où on va. Même la roadmap, elle change en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que alors, le merge, le splurge... Non, mais Gilles, la roadmap, c'est scalabilité, sécurité, non, mais transparence. par exemple, Ultrasound Money, ça a 1 an et demi. Mais non, mais ça, Avant, c'est un en mème, on parlait s'en pas. fout. Ça, On est passé de World Computer à Ultrasound. C'est n'importe quoi. Computer, Ça c'est un s'appelle autre la- projet. Non, mais attends, Computer, attends. c'est un autre projet, c'est pas Ethereum. C'était. Ouais. Moi, j'étais Non, à c'est des un autre- confs Ethereum en T'as pris 2016. dans un shitcoin, c'est J'étais pas le devant même. Stéphane Chual qui nous Si, c'est un expliquait shitcoin, Ethereum. World Computer. C'était toujours le ça même la truc. promesse d'Ethereum. En fait, à la la différence, fois. en fait, En juste fait, la différence, je veux juste dire, la différence, c'est que nous, Rapidement. moi j'aime bien Bitcoin. Bah, Je pense qu'on aime bien Bitcoin. Bon, ça fait On plaisir. aime tous Bitcoin. Sinon, t'aurais pas invité ici. Non, mais moi, je pense que j'étais même un acteur de Bitcoin avant toi. J'étais dans Bitcoin. Et Gilles a même été shitcoiner à ses débuts. Voilà, donc, tu voilà. vois. Tout à fait, tout à fait. J'étais un Bitcoin maximaliste. J'étais dans je crois vraiment dans la vision de Bitcoin. Il y a pas de. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on aime bien se poser des questions. On est critique de notre travail. Parce que tu Et penses donc, on qu'on dit se pas pose que pas de Bit- questions, non Juste, Non, je pense que c'est des idées arriérées, Oui, bon, statiques. alors ça, on est dans l'humain. ouais, On pour va la- repasser à Abdelhamid. pour la différence en fait de vision sur l'ossification et la rapidité ou la flexibilité, en fait, je pense que les deux sont bons parce que ça dépend de ce que vous voulez faire. Et sur le use case de la hard money, etc., et de ce qu'on veut faire sur Bitcoin, ça a du sens l'ossification. Là où sur Ethereum, où c'est pas les mêmes cas d'usage, ça a du sens d'aller plus vite. Et en fait, c'est juste aussi, je pense qu'il faut honnêtement pondérer par le nombre de personnes qui travaillent sur la recherche entre Bitcoin et Ethereum. Parce que pourquoi aussi il y a beaucoup plus de sauges? Parce que c'est parallélisé. Toutes les étapes que vous voyez dans la roadmap, en réalité, tout est fait en même temps parce qu'il y a beaucoup plus de chercheurs en fait sur Ethereum que sur Bitcoin en fait. Donc c'est pour ça qu'aussi ça va plus vite. Mais en fait, ça je aussi, pense c'est que faux. même si c'est complètement vrai et on peut te le prouver mathématiquement. Et c'est un ordre de magnitude énorme. C'est même Non, pas, mais c'est juste du parce simple que double. Vous comptez les scripts qui disent qu'ils font un smart contract comme des Non, non, développeurs non, Ethereum. non. Je te. Mais Bah non, alors, c'est on va pas essayer un de trouver les développeur. statistiques, mais je pense que tu vas halluciner. Il y a un ordre de magnitude de différence Regarde entre la sur recherche. GitHub, regarde les projets, regarde le nombre de Ah contributeurs bah, si sur tu veux, Bitcoin Core. si tu veux, tu vas vite Regarde le nombre déchanter, de je pense. forks, il y a des- Il nous il y a reste- des métriques. Ah, là, je c'est pense bon. pas qu'on utilise le même Non, non, GitHub. honnêtement, Attendez, il y a stop. des choses, plein de choses sur lesquelles Bitcoin, il y a J'ai- plein de vertus, etc. Mais sur la différence fondamentale entre le nombre de chercheurs, il n'y a pas photo, c'est clair et net. Bon, mais est-ce que le nombre fait la qualité? Est-ce Exactement, ils n'ont pas encore trouvé. Ils cherchent. Non, mais si je peux Est-ce juste que- rebondir vite fait sur que- l'ossification. Rapidement, parce que j'ai une dernière question, il nous reste très peu de temps. 10 secondes sur l'ossification. Il n'y a pas vraiment d'ossification, c'est juste qu'on a un protocole qui est très lent à évoluer, puisqu'on ne veut pas perdre tout ce qui est. Alors, on ne veut pas en gros casser les choses. Voilà. Donc, bien sûr que ça évolue. Tu as dit tout à l'heure, il y a eu zéro innovation sur Bitcoin. Enfin, c'est du foutage de gueule. Je suis désolé, mais. Je vais même pas répondre à ça. Tu vois, tu creuses un peu, tu vas sur Internet, tu vas sur la mailing list. La mailing list de développement Bitcoin, elle a jamais été aussi. Bah, allez, on va me dire spammée à l'heure d'aujourd'hui, tellement il y a des trucs. Donc voilà, on construit des choses, on fait des choses qui marchent et qui sont pas cassées. Et après, les gens qui veulent faire des trucs pétés, ils le font par-dessus. Et c'est comme ça qu'on fait. On fait l'innovation sur Bitcoin avec des couches qui sont pétées, de plus en plus pétées. Et puis voilà. Non, mais dire que Bitcoin n'innove pas, c'est un peu de mauvaise foi, mais dire que tout le reste est pété, c'est. Bah, on est loin d'avoir, par exemple, Lightning qui fonctionne de façon sécurisée. Enfin, je veux dire, on est loin. Hein. Il y a un exemple, par exemple, sur les innovations qu'on voit dans l'écosystème Ethereum. Je suis désolé, mais le champ des Zero Knowledge Proof, il a fait un bond considérable grâce à l'écosystème Ethereum. Et ça, c'est indéniable. Et s'il y a bien un truc que les Bitcoiners devraient considérer, c'est bien les Zero Knowledge Proof qui sont une révolution dans la révolution. Et vous le savez au fond de vous. Et en fait, non, voilà. non, n'applaudissez pas. Le Zero Knowledge Proof, depuis 2011-2012, on en parle sur Bitcoin. Vous en parlez, nous on les fait. Zero Voilà. Knowledge Proof, c'était Zcash avant Ethereum. Et donc voilà, en fait, non, c'est pas vrai que les Zero Knowledge Proof, c'est plus apprécié sur Ethereum que sur Bitcoin. Dis-moi en un fait. seul exemple des Zero Knowledge Proof à grande échelle qui existe sur l'écosystème Bitcoin. Il y en a À aucun. grande échelle, il n'y en a Il n'y pas en a nulle aucun. part. hein. Par exemple, on va citer par exemple les Stark Proof ont été sécurisés à grande échelle, 630 milliards de dollars d'assets sécurisés par Mais des Zero tu Knowledge comptes Proof. en dollars déjà. Non, mais c'est un indicateur. Et si tu veux, en termes de nombre de transactions, etc., c'est infiniment plus scalable que Lightning qui est pété, qui est broken, qui est une rustine. Mais Donc, pour faire sécurisé contre quoi? Parce que si ta chaîne, ta layer Sur un layer 1 de elle est settlement. pétée, Oui. ce qui Attends, selon non, moi mais est le cas. bien sûr. Si ta layer 1 est pétée, Oui, t'es mais zero knowledge. ce mécanisme, il s'appliquerait à Bitcoin dans les layers Bon, de settlement. messieurs, Admettons, c'est ce que je dis. Hein. Messieurs, criez pas, j'ai une question simple pour finir. Il reste 1 minute. Elle est vicieuse, en plus, elle est parfaite. Donc, c'est pour vous, Bitcoin va-t-il rester le premier? De market cap, commençons par là. Mais, je sais, ou Non. de ce que vous voulez, d'adoption.
D'adoption. Non. Bah, Bitcoin n'est pas premier, il y a plein de Selon- choses qui ont un market cap plus gros que Bitcoin. Et Bitcoin, voilà, Bitcoin n'est Bon, pas d'adoption, encore alors. premier. Parce que la dernière métrique qui me plaît, c'était ce Ah, 8% d'adoption en France. Mais quelle Je pense que c'est le adoption branding le mieux connu. Bitcoin, c'est, allez, en termes de connaissance publique, c'est la première. Est-ce qu'elle va rester, disons que, parce que c'est vrai que le market cap, c'est une métrique qui, voilà, qui est En discutable. termes d'adoption, elle est déjà pas première, parce qu'il y a beaucoup plus d'usages ailleurs. Mais non, mais c'est pour ça que je pense pas que ça soit une métrique pertinente. Quelle honnêtement. serait la métrique Et de votre le choix market cap non plus, en vrai. Parce que ça dépend le pourquoi de ces faits, en fait. Est-ce qu'il remplit mieux que les autres ce pourquoi il est fait? C'est ça la question. La numéro 1 dans votre cœur, alors. De notre cœur. Ouais, non, mais c'est une très bonne réponse en fait. C'est que tout simplement, il y a un use case. C'est quoi le use case? Le use case, c'est pas l'argent rapide et pas cher de Bitcoin, en tout cas. Après, oui, ok, on a Lightning, on a des choses qu'on construit au-dessus, mais Bitcoin, c'est résistance à la censure. Est-ce que la résistance à la censure, c'est le point le plus important pour les gens? Je pense pas. Le point le plus important, c'est d'aller acheter sa bouffe, aller payer son café. C'est pas résistance à la censure. Donc pour Bitcoin, oui, mais est-ce que Bitcoin sera plus utilisé que les gens qui vont acheter du café? Je crois pas. Et on voit Dans bien le en cœur. termes d'adoption, c'est quoi les usages aujourd'hui dans la crypto? C'est le casino. Et forcément, le casino, ça attire beaucoup de monde. C'est le shitcoin casino. Il y a beaucoup d'usages, mais est-ce que c'est important? Est-ce qu'on change le monde avec un casino? On divertit les gens, mais on change pas le monde. Donc voilà, c'est une question de priorité sur en fait, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui change les choses. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup vraiment d'innovation, à part en gros, tu mets de l'argent dans un truc, tu en récupères plus. Dans les cryptos, c'est que ça en fait, il n'y a pas d'autres usages. Il y a quelques usages à la marge, non financiers, mais au final, les seuls usages de la crypto, c'est le casino. Non, c'est faux. Il y a même des use cases qui temps. littéralement sauvent des vies, en fait, dans le domaine de la santé, etc. Qui peuvent. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Mais en tout cas, est-ce que le premier dans mon cœur? Oui, mais ex aequo. Bon, ben voilà, c'est une très bonne phrase de conclusion. Merci, monsieur, pour ce débat. Donc, on passe aux questions-réponses. Nous avons 10 minutes de questions-réponses. Il faudra être bref pour en poser un maximum. Je vois que les gens sont... Je suis sûr que le public est animé. Je te laisse choisir pour les questions. Au hasard. Bonjour tout le monde, c'était un débat très intéressant et c'est le deuxième que je suis depuis ce matin. Et la première vision que j'ai, c'est que vous mettez dos à dos les bitcoins maximalistes et les autres shitcoiners, comme vous les appelez, les bitcoins maximalistes. Et j'ai l'impression que vous omettez le fait que Bitcoin a une vision que les autres blockchains n'ont pas forcément. Donc si on prend le cas de l'Ethereum a une vision totalement différente de ce que Bitcoin veut faire. Et du coup, j'ai l'impression, de mon point de vue, quand j'écoute un peu les débats, que lorsque, par exemple, on parle de l'oscillation, des innovations qu'il peut y avoir sur Ethereum, c'est quelque chose de mauvais, et que Bitcoin cherche à simplement éviter la censure, bah écoutez, c'est deux choses totalement différentes. Et c'est pour ça que Oui. je suis exactement d'accord avec ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai Et dit, du en coup, fait, j'ai l'impression, attends, je termine, après, justement, c'est très intéressant ce que tu disais, et j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas compris, un peu comme Jean-Claude Van Damme, ne comprennent pas ce que tu voulais vraiment dire derrière les mots que tu as pu dire au début. Et c'est très dommage, parce que franchement, ce que tu as dit, quand on réfléchit un peu sur tes mots, c'est très profond et c'est très intéressant. Du coup... Si je peux, attends, vite faire un point. Ouais. Ouais, je termine, après je vous laisse justement, parce que j'ai vraiment envie de vous entendre. L'Ethereum qui, avec tous ces changements qui sont des sables mouvants pour certains, sur lesquels on ne peut pas construire, parce que si on prend le protocole de base Internet qui permet Netflix aujourd'hui, si on était sur l'Ethereum, on aurait des pixels partout. Bah, sinon, il n'y a pas d'innovation si on ne fait pas d'innovation. S'il n'y a pas de gens qui recherchent à faire des choses différentes, qui cherchent à se tromper peut-être, on n'aurait rien de nouveau aujourd'hui. Et l'Ethereum permet aujourd'hui de faire peut-être ces innovations. Enfin, vous me direz si c'est le cas ou Ça marche pas. pour un produit, pour une startup, pas pour un protocole dont on veut un usage global et qui fonctionne pareil dans 50 ans. IP, Oui, ça a mais été créé il y Ethereum a n'est pas 40 encore ans. terminé, c'est ce que je dis. Pour l'instant, Ethereum a une roadmap. Voilà. La question, ça va être celle-ci. Oui. Moi qui ai l'impression, en écoutant ce débat, que les bitcoins maximalistes qui sont représentés par Kevin et Gilles sont assez fermés justement aux autres blockchains qui peuvent innover. Quand on entend la vision que veut Bitcoin pour le futur, c'est-à-dire anti-censure, et qui veulent faire, on va dire, les choses bien et vont très lentement,
pourquoi cette fermeture à une autre blockchain comme Ethereum qui fait beaucoup d'évolutions, qui ramène beaucoup de nouveautés, qui peut peut-être un moment servir aussi à Bitcoin. Vous pourrez très bien trouver dans ce tas de, entre guillemets, merde, je suis désolé, une chose qui peut être un diamant brut et vous dire « Ah, mais ils sont pas si cons en fait ». Ouais, c'est une excellente question. Et je pense qu'on est... La chaîne Café du Coin avec un K. Je pense qu'on est tous d'accord que l'innovation, c'est une bonne chose. Maintenant, l'innovation, on ne va pas la foutre en production sur un système qui est résistant à la censure. Donc, c'est très bien qu'il y ait des shitcoins qui fassent leur recherche. Ce qui est moins bien, c'est quand ils scamment les gens en leur promettant des trucs. Okay, donc, je pense que c'est ça le maximalisme. Le maximalisme, c'est pas qu'on déteste tout, c'est qu'on n'aime pas que les gens vendent du rêve en sachant que c'est pété. Donc ça, c'est vraiment un peu le gros point. Mais par rapport à ce que tu disais avant, on va pas foutre Netflix sur la blockchain. Pourquoi ? Parce qu'une blockchain, c'est un truc extrêmement lourd qui n'a une seule utilité. L'utilité de la blockchain, c'est en fait d'avoir un système qui est censorship résistant. C'est le seul use case d'une blockchain, c'est d'avoir un truc qui est résistant à la censure. Tu peux rien faire d'autre avec. Oui, tu peux faire du timestamp, mais tu peux faire du timestamp avec des signatures en trustant des gens, etc., etc. Donc voilà, tu as un serveur de timestamp qui s'appelle la blockchain. C'est super cool pour faire un truc censorship resistant puisque tu n'as pas de point centralisé pour stocker tes transactions. Et voilà. Donc maintenant, si tu veux faire du code par-dessus, alors le seul code que ça mérite, c'est le code qui est censorship resistant, que tu as besoin. Tu veux faire un truc que tu ne pourrais pas faire tourner sur un serveur, sinon la police viendrait le saisir. Donc si c'est un truc comme ça, tout ce que tu as besoin, c'est que ta base monétaire, elle soit censorship resistant, et après tu peux faire ça en layer par-dessus. Puisque ce que tu veux, ton utilité, c'est que l'argent soit censorship résistant, et au-dessus, tu construis tes trucs sur des layers qui sont layer 2, layer 3, etc. etc. Tu n'as pas besoin de faire tourner en layer 1 un software. En général, ce que tu veux, c'est juste que l'argent soit censorship résistant. Merci. Une autre question ? Oui. Bonsoir. Déjà, merci, c'était Popcornest, comme promis. Du coup, moi, c'est plus une réflexion globale. Pour l'instant, on a parlé tech, on a parlé différenciation entre sécurité, flexibilité, scalabilité, etc. Mais parlons de manière sociétale. Depuis la création d'Ethereum et des shitcoins, comme vous dites, il y a quand même, on ne serait pas ici, dans un casino, on est tous en train de s'écouter, de deviser sur des théories, d'essayer de révolutionner le monde. Du coup, est-ce que, pour vous, les maxis, si jamais on n'était pas, si on regarde le long road, si on va se faire attaquer, on va se faire attaquer. Donc on fait une cité-État. Très bien. Mais si dans la cité-État, il y a 10 personnes, comment est-ce qu'on la fait tourner? Est-ce que du coup, le fait qu'il y ait des shitcoins, ça ne ramène pas du coup des courants, entre guillemets, toxiques à votre vision, qui est toxique à la nôtre, entre guillemets, pour pouvoir créer quelque chose qui pourrait refaire une autre civilisation, si on va sur le très 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 long terme? En fait, ça sert en filtre. Ça filtre les gens qui ont compris, ou en tout cas qui ont besoin de Bitcoin, et les autres. Et ça a été une très bonne chose. Bon, Ethereum, c'est pas le premier shitcoin, il y en a eu d'autres avant. Mais je pense que Ethereum, c'est le premier shitcoin qui a permis vraiment de se séparer des développeurs qui voulaient absolument faire des trucs fun par-dessus Bitcoin. Alors que Bitcoin, c'est pas fait pour être fun. Et du coup, Vitalik et compagnie, ils sont partis, ils ont fait leur truc, allez, on va faire un world computer. Bon, c'est cool. Nous, ça nous a enlevé du lest qui faisait chier, parce que c'est casse-couille de devoir lire des trucs où tu as des gens qui veulent faire un world computer alors que toi, tu essayes de faire de l'argent censorship résistant. Donc cette séparation permet quand même de faire un gros filtre. Moi, j'espère vraiment qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui soient capables de s'éduquer en passant d'un shitcoin et revenir sur Bitcoin. Après, vous pouvez débattre, mais pour moi, c'est pas perdu à 100%, parce qu'on va peut-être réussir à en récupérer quelques-uns. Mais d'un autre côté, c'est aussi beaucoup plus simple de dire ce qu'on vient de dire, à savoir Bitcoin, c'est censorship résistant, c'est le but. Si vous n'êtes pas content, allez chercher un autre shitcoin. C'est plus facile que de dire, il n'y a que Bitcoin, alors du coup, il va falloir foutre tout le monde sur le même bateau. Voilà. Tu as dit un autre shitcoin? Ça veut dire Bitcoin... En fait, non, t'as fait un lapsus, je pense. Je t'ai trompé. Non, mais cette discussion-là, elle est hallucinante. Les 2-3 minutes que tu as mentionnées, pour moi, c'est extrêmement choquant, en fait. Aller contre l'éducation, contre l'innovation, contre l'enseignement. J'ai dit ça? Et dire en fait que... C'est que de l'argent, donc oui. Dire en fait que toute personne qui n'est pas dans Bitcoin et qui fait l'innovation, de la recherche fondamentale, de la physique quantique, choses comme ça, et qui en fait n'a pas compris l'essence même de Bitcoin, et en fait, vu qu'il n'est pas dans Bitcoin, il est complètement un crétin fini. Pour moi, c'est incroyable. Si, parce qu'en fait, c'était un crétin fini. Ouais, pas un crétin fini, mais c'était pratiquement ça. Il faudra un peu plus d'éducation pour ramener les gens qui sont dans les shitcoins dans Bitcoin. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Bitcoin. Il faut déjà, en fait, au lieu de juger, moi, j'étais dans Bitcoin, je connais Bitcoin, et je fais aussi d'autres choses. Je m'ouvre l'esprit, je regarde ce qui se fait à l'extérieur, je m'éduque, je me renseigne,
Je suis les discussions. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est Et très bien. dans Ethereum ou dans d'autres protocoles, il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui sont extrêmement bien même. Eh ben, Il y a même de la recherche. Tu fais partie du lest qu'on a renvoyé ailleurs, comme je disais avant. Bon, vous avez le droit d'être pas d'accord. Une autre question, s'il vous plaît. Bonjour à tous. En partant de deux assumptions, je suis ici. En partant de deux assumptions, la première étant que l'importance de tout ça, c'est la résistance à la censure, parce que sinon on se ferait pas chier avec des systèmes comme ça. Est-ce que vous pouvez donner des hypothèses falsifiables? Parce que plutôt que de se battre entre Ethereum est plus censorship resistant ou Bitcoin est plus censorship resistant, étant donné qu'on n'a pas encore eu d'attaque de censure, est-ce que vous pouvez donner des hypothèses telles qu'elles seront falsifiées et donc votre claim sera falsifié pour chaque groupe? Donc Bitcoin est plus censorship resistant ou que Ethereum est plus censorship resistant empiriquement dans le futur, une fois qu'on sera attaqué. Donc tu veux qu'on te donne, que je dise quelque chose qui soit pas vrai sur Bitcoin? Non, je voudrais que vous donniez à quelque chose qui se passe tel qu'on acceptera que Ethereum serait plus censorship que Bitcoin. Et Je ne pense pas que c'était la discussion. Au contraire, on était plutôt assez. Je pense ici on était assez d'accord que Bitcoin et Ethereum sont pas du tout sécures à la censure et pas forcément extrêmement décentralisés. Je pense que le point qu'on n'est pas d'accord, c'est le fait que nous on est au courant que ce soit le cas et qu'on essaye. On essaye en fait d'innover. On essaye en fait de rechercher les raisons et les causes ou les mécanismes qui vont nous permettre d'avancer pour aller combattre cette censure. Parce qu'on sait pertinemment que la censure est possible. Donc on essaie de rechercher via des moyens scientifiques, mathématiques et de l'éducation pour arriver à comprendre quels concepts peuvent nous permettre d'être censure résistant. Moi, je Si je peux me permettre. juste dire un truc. En fait, on a eu Marc qui devait être à ce panel-là récemment. Il a eu peur ici. Ouais, sûrement. C'est carapaté. Et sur la terrasse tout à l'heure, il a dit dans un monde idéal, Ethereum serait un layer 2 de Bitcoin. Et je suis assez d'accord avec cette vision-là parce que, en gros, l'aspect programme un peu complexe, intelligent, potentiellement résistant à la censure, c'est bien d'isoler un peu les rôles et que. D'ailleurs, les débuts d'Ethereum, c'était ça. À la base, c'est Vitalik qui voulait faire des trucs sur Bitcoin. On lui a dit, vas-y, fuck off. Et il s'est dit, bon, je vais redémarrer quelque chose. Parce que Vitalik il n'est pas éduqué, en fait. Donc, il a été lâché. J'ai jamais dit ça. Non, Vitalik est un si je peux me littéraire. permettre, Vitalik est un journaliste à la base. Non, mais je veux c'est dire. pas un journaliste, non, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent. Il a juste créé un magazine. Mais toute personne qui crée un magazine n'est pas un journaliste. Cofondé, oui, on en a dans la salle. Du coup, en fait, ce que je trouve assez hallucinant, moi, c'est que, par exemple, Kevin, sincèrement, tu es le premier Bitcoin Maxi qui balaye pas les vrais problèmes qu'il y a dans Bitcoin. Et je me demande justement si tu es un cas isolé ou s'il y en a d'autres. Parce que moi, ce qui me sidère vraiment dans les Bitcoin Maxi, c'est le côté de balayer les problèmes qui sont là. Et toi, tu me sembles être très réaliste sur les problèmes qui existent. Et est-ce que tu es un cas isolé ou il y en a d'autres comme toi qui sont réalistes? Déjà, je pense que tous les développeurs Bitcoin sont bien au courant des problèmes et c'est pour ça qu'ils travaillent sur Bitcoin. Ils sont pas là à se toucher la nouille toute la journée. Tu disais qu'il n'y avait rien comme innovation en 12 ans, c'est pas vrai. On a quand même du boulot. Hein. Et on est loin d'avoir fini. Donc non. Et bon, après, par contre, il y a maximalisme, il y a toxic maximalisme, c'est deux choses différentes. Je pense pas qu'il y ait un seul core dev qui soit vraiment toxique. Par contre, moi, oui, je suis toxique. Donc voilà, t'as toute une espèce de culture de création de cette toxicité qui soit, on va juste faire en sorte que la communication soit centralisée sur la censorship resistance, parce que sinon on va galérer à éduquer les gens et ça va partir dans tous les sens. Complètement. Et on a Moi, c'est juste que je me disais, tu vois, il y avait ce réflexe de maximaliste que j'ai compris depuis un moment que c'est sain, en quelque sorte, notamment sur l'éducation des nouveaux arrivants. Mais en fait, et il y a quelqu'un qui faisait la métaphore de les globules blancs, en fait, qui se protègent. Mais en fait, des fois, les globules blancs, par exemple, en cas d'une grève de cœur qui pourrait te sauver, ils peuvent te tuer, en fait, à cause d'une mauvaise défense. Tout ça pour dire, j'ai peur d'un rejet de certaines choses qui pourraient, entre guillemets, pas sauver Bitcoin, mais l'améliorer,
juste pour des questions de tribalisme, etc. L'exemple des Zero Knowledge Proof en est un bon, en fait, par exemple. J'aimerais voir ce que ça va donner et on va voir si l'ouverture d'esprit de la communauté Bitcoin permettrait d'intégrer ça sur l'écosystème Bitcoin. En fait. Mes amis, le temps tourne, donc je coupe sur un message de paix, je profite d'être le modérateur. En fait, avec Bitcoin ou avec Ethereum, il est possible d'être généreux avec les deux, donc en tant que parrain de ma fondation Toulouse Cancer Santé, voilà, les enchères sont ouvertes, c'est sur cryptodéfi.com.